Bonjour, mon nom est Sarto Blouin. J'anime un podcast qui s'appelle Give Me a Break World Tour, façon de voyager autrement. J'ai comme invité aujourd'hui Denis Bouchard, un comédien, metteur en scène, acteur très connu au Québec. Et on va vous parler aujourd'hui, bienvenue Denis. Oui, merci. On va vous parler de notre incursion en territoire iranien. En fait, Denis avait l'idée d'aller voir les origines, berceau un peu de l'humanité. Alors, il a dit, pourquoi on n'irait pas faire un tour en Iran? Alors, on a décidé à un moment donné, puis tu étais dans la fin de ton écriture de son livre que je vous invite à acheter, Le Dernier Sacrement, ou la pièce qui est en tournée partout au Québec, que je vous invite à voir aussi, qui fait un peu le tour des religions, parce que c'est un dada que Denis affectionne particulièrement. Il veut comprendre toutes les religions. Alors, il s'instruit beaucoup là-dessus, il lit beaucoup là-dessus, et on va voir sur le terrain les prêtres zoroastriens, les imams, les mollahs, l'islam. On fait le tour de tout ça, et ça fait toujours une trame de fond pour s'instruire lors de nos voyages qu'on appelle affectueusement nos voyages géopolitiques, qui nous intéressent plus, qui intéressent nos amis ou nos conjoints ou notre famille. Alors, puis comme on voyage ensemble depuis une vingtaine d'années, ben on se connaît bien, alors je me trompe pas de dire que ça va bien au voyage. Carrément. Alors, parlons de l'Iran, parce que dans ce voyage-là, on va parler de l'Iran rapidement, pas rapidement, mais rapidement de l'Azerbaïdjan qu'on a fait aussi. Alors, l'Iran, mais c'est l'ancienne Perse, comme on sait. 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1935. Après, ça a changé de nom pour devenir l'Iran. En fait, ils ont même le nom Islam dans l'Iran. Dans le nom, c'est la République islamique d'Iran. Donc, on comprend que la religion domine beaucoup, mais n'a pas toujours dominé. Alors, de 35 jusqu'à la Révolution de 1979, avec, on se rappelle, la prise d'otages, les 444 otages, puis le gouvernement canadien, à l'ambassade canadienne qui avait permis la résolution de ça. Pas 444 otages, mais 444 jours, pardon. La prise d'otages qui s'était finalement résolue sans effusion de sang, mais qui a amené au pouvoir l'ayatollah Khomeini, qui est décédé un peu plus tard, je me rappelle plus quand, là, j'avais une note, qui était remplacé par l'ayatollah Khamenei au lieu de Khomeini. C'est le nom du village, en fait. Puis l'ayatollah, c'est un titre religieux qui est l'équivalent du pape, là. Enfin, vous avez le citoyen, vous avez les mollahs qui sont comme des prêtres. Quand vous avez beaucoup de connaissances de la religion, vous devenez comme un imam. Donc, il y en a plusieurs, mais c'est pas fréquent, là. C'est pas des millions. Et après ça, si vous êtes le chef de tout ça, vous êtes un ayatollah. Donc, l'Iran, c'est l'ancienne Perse, comme je vous disais, c'est un pays qu'on a visité en 2017, je crois, et non, peut-être un peu avant, mais qui c'était l'équivalent, le calendrier, c'est pas le même que le nôtre, là, parce que c'est un mélange. Nous autres, on a un calendrier grégorien qui est basé sur le soleil. Eux autres, c'est un peu du soleil, un peu de la lune, puis un peu de l'islam ou de ce qui tourne autour de Mahomet. Donc, c'est un calendrier qui fait aujourd'hui, ils sont à peu près en 1401, 1402. Nous autres, on était là en 1396, je pense, d'après mes notes à l'époque. Alors, on arrive en Iran. Alors, pourquoi tu as choisi l'Iran, Denis, puis qu'est-ce que ça prend pour aller là? Parce qu'on veut quand même donner des conseils pratiques dans le contenu de notre podcast. Bon. Moi, j'aime beaucoup le Moyen-Orient dans son sens large. Il n'y a pas grand pays que j'ai pas fait au Moyen-Orient. Là, et là, j'inclus même l'Arménie, puis la Géorgie, puis tout ça dans le grand Moyen-Orient. Là, tu sais, ce qui est cette grande partie-là du monde, mais l'Irak, le Liban, la Jordanie, l'Égypte et compagnie. Là, fait que, et l'Iran est un très gros joueur là-dedans, et moi, ça m'intéressait bien gros d'essayer de comprendre comment cette civilisation-là, absolument remarquable, la civilisation perse,
Parce qu'il faut dire que les Iraniens sont des musulmans, mais ce ne sont pas des Arabes. Et les Arabes et les Perses se détestent depuis toujours, d'où le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Puis ça, je voulais comprendre ça. Je voulais aussi... il existe encore des Zoroastriens, c'est-à-dire ceux qui vénèrent Zarathustra, entre autres. En fait, le Zarathustra étant le prophète, mais Mazda étant le dieu. Fait que, bref... je voulais rencontrer ces gens-là, essayer de comprendre ce qui était d'où ça vient, cette affaire-là, parce que c'est des vieilles religions. Là. En réalité, le zoroastrisme, c'est la première religion monothéiste au monde. Bien avant la religion musulmane, la religion, évidemment, chrétienne oui, c'est ça. Avant même les Juifs. C'est pas d'hier. Puis ça va chercher des vieilles affaires là, de gréco-romains, mais même avant ça, phéniciens. Fait que c'est fascinant, ces religions-là. Puis c'est en Perse ou en Iran que tout ça est né. Fait que, il y a tout ça. Puis il y a aussi toute l'influence gréco-romaine avec plus grec que romaine, là, mais macédonien avec Alexandre le Grand qui s'est rendu jusque-là puis qui a établi son territoire, sa capitale à Babylone, qui est en Irak, là, mais à côté, puis bon, etc. Fait que c'est ça qu'on voulait aller voir, c'est ça qu'on voulait essayer de comprendre. Ces gens-là qui ont quasiment inventé le vin. Shiraz, c'est une ville, c'est une sorte de vin aussi, eux autres. Ce qui est un peu paradoxal dans un État musulman intense qui ne permet pas l'alcool. Le cluster, il mange les raisins au lieu de les fermenter puis boire. Mais l'appellation Shiraz vient de là. Vient de là, puis enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. La canalisation, c'est un pays désertique, donc où tu vas chercher l'eau? Ben, ils vont chercher l'eau en dessous des montagnes, puis ils ont inventé une canalisation qui est... Les Romains n'ont rien inventé à comparer à ça. Là. C'est hallucinant. Fait que c'est un pays très, 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 très riche. Et c'est pas simple d'aller là parce qu'on n'a plus d'ambassade. Harper a fermé l'ambassade canadienne, donc on ne peut pas passer par une ambassade quelconque. Il faut que tu fasses une demande à l'ambassade du Pakistan. Qui avait fermé son consulat en représentant. Ça avait été, on avait passé pour les Américains. Washington. Il faut que tu passes par l'ambassade du Pakistan à Washington. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. Compliqué. Puis notre fixeur, c'est notre guide là-bas, guide bodyguard, parce qu'il est armé, même s'il n'a pas le droit d'être armé, là, mais était avec un Américain qui était conseiller militaire pour les Américains, pour le président de l'Iran. Et lui avait des contacts depuis des années parce qu'il avait travaillé sur le terrain, donc il assurait... mais ça prend un mois ou deux de préparation. Il pose beaucoup de questions pour donner ton visa. Certains pays... C'est Denis qui se fait plus questionner parce qu'il demande t'es acteur, tu joues-tu dans des films porno? Ou moi, si je suis avocat, tu joues de quel genre de droit que tu fais, la liberté, les droits et libertés. Et dans d'autres pays, c'est l'inverse, il s'en fout, puis c'est lui qui rentre plus facilement. Mais au final, on finit toujours par arriver à nos fins. Effectivement, c'est au cœur de multiples empires, les empires mongols, l'empire ottoman, l'empire perse. C'était une route qu'on appelle la route de la soie, mais c'était pas vraiment la route de la soie, là, c'était la route la route de la soie a été nommée la route de la soie après la soie, mais c'est une route marchande qui traversait tous ces contrées-là et qui était la route des marchands, des pierres précieuses, des épices, de la soie, mais aussi des idées, de la culture, de l'architecture. Alors, il y avait beaucoup de chameaux puis de chevaux qui traversaient. Alors, c'est vraiment le cœur d'un berceau un des grands berceaux de l'humanité. Et c'est pour ça que Denis voulait aller là. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir comment ça a évolué maintenant par rapport à avant, parce que dans le temps des chats, le chat par la vie, jusqu'en 1979, jusqu'à la révolution de la prise d'otages, puis l'arrivée de Khomeini, il faut comprendre que tu n'avais pas le droit d'avoir de hijab, là. Tu n'avais pas le droit d'être... c'était interdit. Les femmes étaient en mini-jupe, il y avait une modernité, une occidentalisation, avant que le pouvoir religieux vienne renverser tout ça. Et aujourd'hui, contrairement, mettons, à l'Arabie saoudite, où le roi légitimise la mosquée, c'est rendu un État éminemment religieux, où c'est la mosquée qui légitimise le roi. En fait,
l'ayatollah est au-dessus du roi. Donc, ça change complètement la dynamique depuis une quarantaine d'années. Alors, on voulait aller voir ça sur le terrain. Faut faire peut-être une petite parenthèse pour expliquer pourquoi les Arabes, pourquoi les gens, des fois, se chicanent. C'est qu'il y a deux factions dans l'islam. Il y a les chiites et les sunnites. Les chiites, en fait, c'est simplement des descendants de Mahomet. Mahomet est décédé en 622, je pense, 622. Et là, les prétendants au trône ou à l'héritage de Mahomet, il y avait deux clans. Il y avait des gens qui étaient sa garde rapprochée, donc des gens qui revendiquaient d'être les plus proches, c'est comme les apôtres, mettons, pour Jésus, et qui c'était des frères d'esprit de Mahomet, donc ceux qui transcendaient mieux le message plutôt que de sang. Alors que l'autre faction, ça c'est les sunnites, l'autre faction, les chiites, eux autres, ils disaient non, nous autres, on est des frères de sang, on est des descendants, comme la monarchie de père en fils. Alors nous, Ali, qui était le gendre et le cousin du prophète, dit, moi, je suis sa dernière oreille, moi, je suis la famille immédiate, donc c'est moi. Et ces deux factions-là, dans le schisme de l'islam, ça existe depuis ce temps-là, puis ça se déteste et c'est polarisé. Ce qui fait que en Iran, vous avez peut-être 12 de chiites dans le monde, mais en Iran, c'est à peu près 100 là. C'est vraiment très, très concentré. Alors, les chiites en Iran sont, par rapport à l'Arabie saoudite, ou le Liban, ou le Liban ou le Hezbollah, en fait, le Liban, la Syrie, la Libye, sont dans... Il y a des pays qui sont alliés en nombre et ou en idéologie avec soit les chiites, soit les sunnites. Et évidemment, ça fait en sorte que c'est un peu comme le Moyen-Orient, c'est un peu insoluble, mais ce schisme-là est arrivé 32 ans après la mort de Mahomet. Fait que la chicane a pogné assez vite et ça dure depuis ce temps-là. Ouais. Alors, si je reviens à notre petit voyage là-bas, on est arrivé à Téhéran, la capitale, bien entendu. Qu'est-ce qui t'a surpris, fasciné ou étonné quand tu es arrivé à Téhéran? D'une part, il n'y a rien à faire là. Tu restes pas là longtemps. C'est une ville surpeuplée. Les voies de communication, il n'y a pas de route. C'est sale, c'est pollué, c'est une cuve. C'est Los Angeles puissance 10, c'est sans intérêt. Il n'y a rien à faire là. Il y a le palais du chat, si tu veux voir les plus gros tapis perses au monde ou tout ça, mais c'est pas là que ça se passe. Fait que tu restes pas longtemps là. Denis avait une théorie, le palais du Golestan, qui est un genre de palais de miroir extrêmement narcissique pour le roi. Là. Il y a l'opulence, la décadence. Il ne peut pas se voir. C'est ça. Il pouvait se voir de face, de profil. Et Denis avait sa théorie que quand tu es rendu là comme roi, puis que tu es juste rendu de façon narcissique à te regarder, puis à te complaire dans ta prestance et ta magnanimité, t'es déconnecté de ton peuple et t'es juste dans l'antichambre de ta chute. Je sais pas si tu te rappelles, tu te dis, l'Ermitage, le palais de Versailles, tous ces grands palais-là, c'est toujours comme l'étape précédente à... Hein? La cité interdite. La cité interdite. C'est quand tu as plus de miroirs que de fenêtres, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, alors, on va vite par-dessus Téhéran. Mais au niveau du tourisme, est-ce que tu as trouvé que c'était facile? On avait un guide qui s'appelait Ali Samadi. On l'a vu un dimanche, mais il s'appelait Samadi. Oui, mais Ali quand tu arrives en Iran, la première chose qu'il nous a dit, il dit ici, rien n'est permis. Donc, tout est possible. Il y avait deux règles. Première, don't worry, be happy, parce qu'il dit on va avoir des écueils, des imprévus, etc., mais on va faire avec. Donc, vous êtes en vacances sans conséquence. Puis, la deuxième règle, rules are made to be broken. Donc, on va rebondir là-dessus. Puis là, tu es là 2 semaines de temps et il n'y a pas d'alcool dans le pays. mais il n'y a pas d'alcool. Attends, si tu vas dans un... Oui, c'est ça. Mais là, si tu t'en vas dans des petits villages, ils se font de la flagosse, puis ils se font des alcools. Tous plus difficiles à boire les uns que les autres. Tu as tes risques et périls. Tu peux avoir de la bière pour 10$. Tu peux avoir un Anakin pour 10$, mais il ne faut pas que tu mettes ta canne dans la poubelle, dans la chambre d'hôtel. Il faut que tu rapportes ta canne puis qu'on la détruise. Est-ce que tu te souviens d'un restaurant où le gars nous servait de l'alcool comme de la grappa? Oui, mais ça, c'était au nord. Oui, mais t'as pas peur de la police, ça? Il dit non. Je suis police. Je suis la police, oui. Non, mais ça, c'était au nord. C'est ça. C'est que du moment que tu sors de Téhéran,
il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des provinces. Et ça, c'est des provinces en haut. C'était quasiment collé sur l'Azerbaïdjan. C'était un mélange de Kurdes puis de... Rasht. C'était un mélange de Kurdes puis de Perses. C'est bien, bien spécial, ces régions-là. Montagneux. Fait que ils font de la flagos puis ils te servent ça dans des tasses de café. Là, puis c'est un genre de grappa imprévisible. Ils ont un grand respect, évidemment, de l'ayatollah, mais ils ont aussi une crainte, je dirais. Quand vous voyez l'ayatollah avec son gros turban, en fait, si vous voyez un turban noir, c'est parce que c'est un descendant de Mahomet. Donc, il est dans la famille. Si c'est un blanc, bien, il n'est pas nécessairement directement dans la famille. Là, mais alors, les ayatollahs ont quand même un contrôle. Mais on sent, d'abord, c'est un peuple très jeune, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, d'universitaires, sont très érudits, très instruits, puis ils adaptent. En fait, ça, c'est assez fascinant. On va parler un petit peu de l'adaptation. Il n'y a pas de courriel, sauf les emails, parce qu'ils veulent... Puis mais il y a des applications secrètes pour pouvoir bypasser tout ça. Il n'y a pas de carte de crédit, alors il faut avoir de l'argent en liquide. On est passé d'un pays où tu n'avais pas le droit de tatou, tu n'avais même pas le droit de jouer aux échecs, jadis, à des affaires un peu plus permissives où ils font une loi pour l'adapter quand ils voient que ça n'a pas de sens. Je donne un exemple. Le Jell-O. Ça coûte pas cher, c'est de la poudre, etc. Et c'est le dessert national, il y en a de toutes les couleurs. Bon, c'est pas très, très bon, mais tout le monde en mange. Ils se sont aperçus à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, qu'il y avait une protéine porcine dans la poudre de Jell-O. Et là, ça ne marchait pas, donc la loi coranique ne permettait pas ça. Alors, ils ont fait une loi, qu'on appelle une fatwa, pour dire que c'était OK parce que c'était le dessert national. Alors, si c'est une loi coranique qui est adoptée en bonne et due forme, là, les exceptions sont permises. Alors, il y a souvent une notion un peu élastique. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça aussi ou si tu avais des anecdotes en particulier d'adaptation. Par exemple... il n'y a pas de bar, il n'y a pas rien. Alors, les jeunes, ils font quoi? Puis les jeunes sont très nombreux. C'est un pays très, très jeune. Beaucoup de... qui est maintenu dans une pauvreté excessive par l'embargo, par les États-Unis, tout ça. C'est un peu hallucinant. Mais bon, bref. Les jeunes veulent se rencontrer, ils veulent savoir. Mais ils peuvent pas vraiment aller dans le même... Ils vont dans les cafés, il y a des filles, il y a des gars, mais tu peux pas... Il n'y a pas de place pour cruiser, tout ça. Fait qu'ils ont inventé une affaire où les gens se promènent, il y a des rues à double sens, et les gens se promènent en auto là-dedans et échangent des genres de cartes d'affaires, là, des cartes avec des numéros de téléphone, puis des adresses, puis... Sous la surveillance un peu de la police. Oui, mais les chars s'arrêtent et ils se croisent. Ils se ralentissent. De sorte que si un char fait 4-5 fois cette rue-là, il se promène sur la rue Saint-Denis 4-5 fois, la police va l'arrêter en disant « Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 5 fois que tu fais Saint-Denis, D'ailleurs, on était dans un café, puis on voyait le même véhicule passer, puis on a demandé aux 2 jeunes filles qui étaient à côté de nous autres qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est un genre de speed dating en car order. Là. C'est comme... Puis, il y a eu des guerres excessivement meurtrières entre l'Iran et l'Irak. Et donc, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce pays-là. Donc, les femmes viennent te voir. Il peut rien t'arriver. Les gars sont un peu plus réservés, ils te regardent de loin, tout ça. Mais les femmes, eux autres, sont excessivement avenantes. Elles viennent te voir. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Ils sont tellement contents de voir des étrangers puis de pouvoir s'asseoir avec eux autres. Je veux dire... On est allé dans un restaurant à un moment donné, c'était à la fête d'une fille où on s'est fait apporter du gâteau. Là, exact. Fait que, puis ils trouvaient ça bien drôle. Oui, ils trouvaient ça bien drôle. On dit oui, puis qu'on en mange avec eux. On parle avec tout le monde, tu sais, puis bon... Les hommes, ils vont fumer la chicha dans un autre genre de café, puis les femmes, ils se regroupent dans des cafés, des coffee shops, et ils prennent des gâteaux, des desserts, puis ils papotent ensemble, puis ils interagissent avec les gens. Et il faut dire que les touristes, peu soit-il, sont toujours bienvenus parce que c'est Allah qui nous envoie. Donc, ils sont très hospitaliers, ils sont prêts à nous accueillir chez eux. Alors, il n'y a pas de danger. Ils sont très généreux. Il ne peut rien t'arriver. Il peut rien t'arriver. Une grande hospitalité. Les routes sont belles. Ils ont une ligne blanche. Mais c'est pour la forme parce que ça slalom, c'est un peu anarchique. Mais c'est un beau balai. Ça coule. C'est une suggestion. Puis t'as des sites archéologiques, mais là,
Persépolis et compagnie. Tu as des Je vais y revenir à Persépolis. Okay. Évidemment, l'Iran, pour nous, on connaît... Apparemment, Freddie Mercury vient de là, le bodyguard d'Angelina Jolie, je pense aussi, il venait de là. Il faut faire attention, puis il faut apprendre certains codes. Par exemple, notre majeur, nous, quand on veut dire à quelqu'un « fuck you », eux autres, c'est le pouce. Fait que si tu fais ça, là, ça veut pas dire, parce que moi, à un moment donné, j'ai fait ça au gars, où je voulais faire du pouce, je sais pas quoi, puis là, ça voulait dire, hey, ça marche pas, c'est comme... Alors, il y a des codes à apprendre. S'il y a beaucoup de faux policiers, des fois, dans la rue, fait qu'il faut jamais remettre notre passeport à un policier dans la rue parce que ça se peut qu'ils nous prétendent qu'il faut qu'il aille vérifier au poste de police puis qu'on ne le retrouve pas. Mais sinon, c'est un peuple très, très accueillant. Il y a quelques dark sides, évidemment, on le voit dans les journaux, la peine de mort est assez rapide. Ils font des exécutions publiques. Alors, si vous... Puis c'est pour des crimes qu'on considère un peu anodin, l'apostasie. Donc, si vous êtes, vous avez une inimitié avec Dieu ou la religion, c'est un crime. Si vous êtes homosexuel, si vous faites pratiquer la sodomie, l'adultère, évidemment, les stupéfiants, etc., c'est pas long que on peut... la prostitution, c'est illégal. Vous avez un revolver, vous pouvez avoir des problèmes aussi. Donc, il y a des peines de mort publiques qui sont, l'Amnesty International dénonce ça chaque année, qui sont assez, publicisées, que ça peut avoir l'air, on n'a rien vu de cette nature-là, mais c'est assez surprenant qu'un pays contrôle quand même sa population comme ça. Donc, mais ils trouvent une façon tout le temps intéressante de contourner. Par exemple, il y a la prostitution. Bien, vous avez la possibilité de... C'est-tu en Iran, ça, ou c'est en Irak, de signer un contrat? Iran. Vous avez le droit de signer un contrat de quelques minutes jusqu'à 99 ans pour marier quelqu'un. Donc, c'est contractuel. Vous dites à la prostituée, je te marie pour 1 heure, pour 2 heures, pour une journée. Et là, vous pouvez... par contre, l'exception, c'est la filiation. Si la dame tombe enceinte, vous êtes pris avec l'enfant, les pensions alimentaires, etc., etc. Mais sinon, vous avez juste à vous protéger si vous allez là. Mais fait que c'est un peu surprenant qu'ils réussissent à dire, ben non, c'est pas de la prostitution parce que c'est dans le cadre du mariage, mais à la fin du contrat, qui s'épuise par le temps, ça met fin au contrat consensuellement et donc c'est comme un divorce. Ouais. Fait que c'est ce genre d'affaires-là, on a vu un peu, un peu un autre. Alors, il y a toujours on veut dire des contrats temporaires. C'est des singés, S-I-N-G-E-H, singés. Ben, tu signes et tu zingues. C'est ça. Alors, donc, la filiation est exclue. Il y a aussi des fois où on rencontrait des gens où on veut donner la main, par exemple, à quelqu'un pour le saluer. Les femmes, pendant leur menstruation, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact. Donc, ils ne peuvent pas te donner la main, mais des fois, on ne comprend pas tout. Les foulards, parle-nous des foulards, là, parce qu'ils reculent un peu avec le temps. Oui, bien, c'est que c'est pas des Arabes, c'est Perses, il ne faut pas oublier ça. Fait que le foulard islamique est quelque chose qui... Ça fait pas longtemps, là. Ça fait depuis la Révolution qu'il est imposé, depuis la Révolution islamique, 79-80. Alors, donc, les femmes prennent ça bien, bien mal. D'ailleurs, quand tu vois des films iraniens, tu le vois, là, le foulard qui, normalement, tu dois pas avoir des cheveux, là, tu sais, fait qu'il est supposé être là. Mais en Iran, c'est vraiment rendu un châle. C'est rendu qu'il y a à peu près juste l'arrière de la tête. Il recule d'1 centimètre par année, puis à un moment donné... c'est les femmes qui vont faire une révolution dans ce pays-là, c'est clair. Parce qu'il s'attache les cheveux en chignon, puis il finit par être à côté que sur le chignon. On voit toute la tête et le visage. Puis là, dès qu'il y a quelqu'un qui passe un mois là ou quelqu'un... Il le ramène un petit peu. C'est pas aussi rigoriste que ça veut l'être. T'sais.
Les chiffres, le farci ou l'écriture est très sexy, je trouve. Ouais. Il y a beaucoup de courbes, et puis Ouais. le 5, c'est comme un cœur à l'envers. Les chiffres puis, sont pas les mêmes. Les chiffres sont pas les mêmes. Alors, on a appris, on se pratiquait avec les plaques de voiture des mois à dire les chiffres. Il y a aussi d'autres incongruités comme la prostitution. Par exemple, l'homosexualité étant interdite, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous pouvez vous faire opérer. L'État paye l'opération pour être transgenre. C'est moins pire que d'avoir une relation avec quelqu'un du même sexe. Alors, il y a comme des affaires comme ça qui sont un peu bizarres. Les martyrs, ceux qui meurent en martyr, on leur promet 99 vierges au ciel. Alors, dans leur explosif, ils nous ont expliqué que quand ils se font exploser, mettons en martyr, ben ils s'enrubannent le pénis pour être sûr que s'ils sont en lambeaux, au moins cette partie-là va pouvoir honorer les 99 vierges. Alors, il y a des affaires un peu loufoques, mais bon, c'est quand même un pays fascinant. Parlons de Persépolis et de Chiraz parlons de Persépolis, tiens. C'est en banlieue de Chiraz, un peu au sud. Il y a, c'était construit, soi-disant, pour faire un party une fois par année, le 31 décembre, là, ou enfin dans leur calendrier. Le Darius I, qui était le roi à l'époque, avait fait construire ça avec 22 architectes. C'était une grande place, un grand palais. Puis finalement, ça servait beaucoup plus que le party annuel, là. Et il y avait un protocole. Quand les gens arrivaient à Persépolis, ils accueillaient l'invité avant que le roi les reçoive. Ils enlevaient les armes, en tout cas, ils mettaient leurs affaires de côté, ils les faisaient passer dans une espèce de salle d'attente. Et là, quand le roi les recevait, les gardiens faisaient un petit feu de boucane pour que ça fasse de la fumée, pour rendre ça un peu plus mystique, puis qu'il y ait une certaine distance entre le roi. Donc, il y avait tout un protocole qui était dû charger de boucane à l'accueil au roi pour faire ça. Mais cette cité-là, ou ce palais-là, a une valeur historique, évidemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il a été détruit. Puis je pense que c'est capable de dire aux spectateurs, Alexandre le Grand, Darius III, 2-3, là, puis les chicanes, puis pourquoi ça, qui était si beau, a été si rapidement détruit vers... ça a été construit vers 520 avant Jésus-Christ, puis c'était détruit en 330. Ça n'a pas duré des millénaires, là, mais c'est encore aujourd'hui un site historique à visiter. Ah, carrément. Carrément. C'est toutes les grandes guerres d'Alexandre le Grand. On sait beaucoup de choses là-dessus parce qu'Alexandre le Grand est un des premiers qui traînait ses journalistes avec lui, là, c'est-à-dire les historiens qui suivaient. Donc, c'était documenté. Oui, c'était documenté. Comme dirait David Gaulle. Peut-être pas rigoureusement, mais on a quand même de l'information. Puis, je me souviens plus lequel des Darius, je pense que c'est Darius II ou Darius III, puis il se sauvait tout le temps. Il avançait, Alexandre le Grand avançait en Turquie, en Anatolie, tout ça, en Irak. Il avançait, puis l'autre se sauvait tout le temps. Alors, de sorte qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'armées de Darius, le roi des Perses, qui étaient formées de différentes nations et qui passaient de l'autre bord parce qu'il disait il va gagner. Fait qu'il passait du côté. Alors, Alexandre le Grand, qui avait peut-être la moitié des hommes de Darius au début, à la fin, il y avait beaucoup d'hommes. Et quand ils sont arrivés à Persépolis, qui était le joyau de l'Empire perse, personne vivait là, mais c'était une place de party. Là. C'était la maison de Guy la Liberté sur Bora Bora. Là, fait que, et là, il s'est fait un devoir de tout détruire ça. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, si on peut dire, Alexandre le Grand a regretté ça toute sa vie. Il disait, j'aurais jamais dû détruire ça parce que c'était une ville, c'est un palais absolument remarquable. Il ne reste pas grand-chose du palais, tout a été détruit. La légende veut que juste l'or qu'il y avait dans ce palais-là, ça a pris genre 35 chameaux pendant 2 mois de temps à faire l'aller-retour, juste de ramasser tout l'or. Là. Une affaire comme ça, mais c'est hallucinant la richesse qu'il y avait là. Il a tout amené ça à Babylone, puis il a fait sa capitale à Babylone. Mais, alors, il reste pas grand-chose, mais il reste des stalles où tu peux voir les gens défiler qui venaient voir le roi. Et l'Empire perse est un empire immense. Là. C'était non seulement la Turquie, mais jusqu'en Afrique. Il y a des rois, tu vois des Noirs qui viennent donner des offrandes à Darius I ou whatever, là. Xerxès ou Artaxerxès, je me souviens plus lequel, mais c'est une ville
C'était un endroit magnifique. Mais tu peux le comprendre avec les stalles, les hiéroglyphes, les dessins qui sont faits sur les stalles, tu peux comprendre la vie et l'opulence qu'il y avait dans cet endroit. C'est important de prendre un guide si vous allez parce que des fois, tu vois un bout de colonne, mais là, il explique et tu visualises très bien les gens, le peuple, la hiérarchie. Il y a d'ailleurs sur YouTube des reconstitutions à partir de ce qu'on sait et les couleurs et tout, de ce qu'était cette ville-là. Et on peut imaginer, dans le milieu du désert, que tu arrivais là avec une ville en or et en bois. Ça devait être hallucinant. Parlant de bijoux d'or et de bois, je refais un petit anachronisme. Il y a un musée du bijou à Téhéran où le chat portait sans gêne une couronne de 2 kg qui avait 3380 diamants, 5 émeraudes, 2 saphirs et 368 perles, totalisant 99 carats pour son couronnement qu'il a porté juste une fois. Donc, on voit, on est plus choqué qu'ébaubi sur l'ampleur de tout ça, mais bon. Donc, après Persépolis, on est descendu, monté à Shiraz, qui est, on l'a dit tantôt, un dry land parce qu'il n'y a plus de vin, mais qui est l'origine du vin. On parle de 2000 ans. 2000 ans au cœur de la culture. Shiraz, c'est les poètes, c'est la route des caravansérails aussi. Caravansérail, c'est comme une enceinte. Souvent, en tout cas, c'était muré. Les chameaux faisaient comme 3 km/h. À tous les 30 km, donc, ils roulaient. Ils marchaient 10 km par jour. Et il y avait comme des postes à tous les 30 km. Des auberges. Ouais. Comme une auberge de jeunesse. Mais c'était sécuritaire parce qu'il y avait... il y a une description que j'ai notée. Un gîte fortifié où les voyageurs, les pèlerins et les marchands font étape. Outre la sécurité, ils peuvent y trouver un hôtel, des entrepôts pour leurs marchandises et des écuries pour leurs animaux. Ces établissements routiers dérivent des postes relais qui ponctuent les routes de l'Empire achéménide. C'est dans le fond, c'est des rest areas. C'est ça. Où il y avait à peu près toutes les facilités. Ils pouvaient même faire des transactions. Puis les marchands se promenaient dans cette route qui était appelée la route de la soie, qu'on devrait faire à un moment donné d'un bout à l'autre, ça pourrait être cool. Donc, la ville de Shiraz, qu'est-ce que tu en as retenu, Denis, de la ville de Shiraz? Bien, regarde, que ce soit Shiraz, que ce soit les deux autres villes qu'on a faites en montant, parce que nous autres, on est arrivés à Persépolis, puis on a remonté éventuellement jusqu'à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Je peux pas te dire, il y a Stéphane aussi, je peux pas te dire exactement qu'est-ce qui est l'une, qu'est-ce qui est l'autre, mais ce sont des villes excessivement culturelles, c'est des villes remarquables, c'est des villes universitaires, c'est ça qu'il faut visiter. C'est vraiment les trois dans le désert. Là, tu sais. Shiraz, Yazd, puis Isfahan ou Isfahan, c'est écrit de plusieurs façons. Yazd, c'est une Y-A-D-Z, si je ne m'abuse. C'est une ville qui a à peu près 5000 ans. Et c'est là qu'on voulait rencontrer, ou que Denis voulait rencontrer. C'est l'origine du zoroastrisme, où Zarathustra a dit quelque chose qui est avant toutes les religions monothéistes, comme 4500 ans, je pense, de maintenant, là. Et il a dit 3 choses très simples. Il faut que vous ayez des bonnes pensées, il faut que vous ayez des bonnes paroles, donc il faut que ça matche ce que vous dites avec ce que vous pensez, et il faut que vous ayez des bonnes actions. En soi, c'est plus la morale et la philosophie de bien. Si vous connaissez la différence entre le bien et le mal dans votre cœur, dans votre tête, vous êtes correct pour l'éternité. C'était logique et c'est ce qui est peut-être ce que moi je perçois comme étant l'affaire la plus raisonnable qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas de punition, ce que les autres religions, je pense, ont saupoudré. Toutes les religions ont dit, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu dis ça, tu vas... Alors là, il y a eu un contrôle des religions. Le judéo-christianisme, la culpabilité, chez les zoroastriens, il n'y a pas vraiment de culpabilité. Bon, il y a l'idée du jugement dernier, mais on sait que les forces du bien gagnent. Fait que c'est pas bien culpabilisant. Alors, on avait rencontré un prêtre. On avait réussi avec notre fixeur à avoir une audition, une audience privée avec un zoroastrien. Qu'est-ce que tu en as
qu'est-ce qui en est ressorti pour toi par rapport à ton écriture du dernier sacrement, ou est-ce que ça a corroboré? Énormément de choses, parce que, premièrement, il y a une flamme qui est là depuis 2000 ans, là, qu'il faut toujours qu'il soit entretenu. Il y a un feu rituel qui est entretenu, fait que c'est assez extraordinaire. Mais c'est toute la notion, comme c'est la première religion monothéiste, Zarathustra, il est monté au ciel, puis il a parlé avec Mazda, qui était le dieu unique. Il faut dire qu'avant ça... Frère de Toyota, ça, non? Je sais pas, mais c'est qu'avant ça, c'est des religions polythéistes. Fait qu'il y a 200-300 dieux. Puis c'est compliqué, là, parce que les Romains, à chaque fois qu'ils vont à quelque part et qu'il y a un dieu intéressant, ils l'importent. Fait que tout le monde emprunte les dieux. Ils l'adaptent. Tout le monde. Fait que là, ils se retrouvent avec 200-300 dieux. Même que les hindous, ils en ont 33 000. À un moment donné, c'est compliqué de tout honorer ce monde-là puis de savoir... Alors que là, à un moment donné, Ben oui, là, Zarathustra, lui, il a dit, regarde, il y en a juste un dieu. C'est beaucoup plus facile. Lui, le dieu, Alors, il est monté au ciel, il est allé parler avec, puis il est revenu, puis Mazda avait dit à Zarathustra, il avait expliqué comment ça marche. Tout ce qui a été récupéré, et par la suite par les religions, que ce soit juives ou chrétiennes ou musulmanes, des choses comme, par exemple, le ciel et l'enfer, le bien et le mal. Il faut faire le bien, il faut éviter le mal, et le jugement dernier. C'est toutes des choses qui vont être récupérées, et tout part du zoroastrisme. Fait que c'est fascinant. Le carrefour est là. Et t'es en Perse, qui est un des plus vieux pays au monde. Tu sais, quand tu vas en France, tu dis, waouh, c'est vieux. Après ça, tu vas en Italie, tu dis, oh, ça, c'est plus vieux. Après ça, tu vas en Grèce, tu vas faire, hey, c'est vieux. Après ça, tu vas en Égypte, tu vas dire, ça, c'est vieux, ça. Mais Iran, la Perse, c'est avant ça. Fait que tu pognes à 2 minutes, là. Tu sais, c'est probablement plus vieux, c'est l'Éthiopie avec les Cro-Magnons, là. Ouais. Mais tu sais, c'est excessif. Alors, et donc, c'est tout là que ça converge tout, puis ça part de Zoroastre. Fait que Zarathustra, fait que c'est ça que ça m'a confirmé. 1, 2, j'ai réalisé aussi que j'avais pas besoin d'aller jusque-là pour rencontrer des Zoroastriens. Il y en a à Pointe-Claire. Il y en a à Brossard. Il y a un temple à Brossard. Effectivement, si on avait googlé, on a vu qu'il y avait une branche, mais une division, pas une division, mais une cellule. Et eux autres, tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils essaient d'organiser leur vie avec des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions. Point barre. Puis ça convient. Oui. Istaphan, un peu plus au nord, Joyau Bleu, c'est les tapis, c'est le rapport des l'université. Puis, est-ce que c'est là que le cylindre, c'est Darius, là? Si tu me passe-moi là, le petit cylindre en arrière de toi, Denis. Je me souviens plus si c'est là. Ça, c'est un souvenir qu'on a acheté là-bas. Oups! C'est une reproduction, bien entendu, j'ai rien volé, d'un cylindre qui a 3 langues, puis c'est tout écrit en cunéiforme, et ça permettait, en fait, c'est quoi? C'est les premiers balbutiements d'écriture. C'est ça, exactement. Parce que le cunéiforme, c'est comme un poinçon triangulaire, là, très, très mince, isocèle, qui font des bords comme un E, comme un chaud. Puis c'est juste une forme qui sert à créer une langue et qui est quand même assez fascinant. Donc, ça a été découvert, puis c'est l'origine de tout ça. Alors, Istaphan, on s'est payé des tapis. Pourquoi? Je pense, Sarto, qu'on se trompe avec 2 choses. Ce dont tu parles, c'est quelque chose qu'on... tu sais, c'est Champollion, tout ça, où est-ce que tu as les 3 langues? Non, ça, c'est la pierre de Rosette. Ouais. Ça, là, c'est la première déclaration des droits de l'homme. Ah, t'as raison. C'est la première déclaration des droits de l'homme, cette pierre-là. On recommence-tu? Ben non, c'est le fun de se tromper aussi, tu sais, c'est pas une science exacte. Oui, non, t'es vrai. Mais quels sont les droits de l'homme? C'est la première... Charte. Le droit universel, et c'est pour ça qu'elle a une valeur historique. Oui. Et c'est pour ça que je l'avais acheté comme souvenir en tant que juriste. C'est l'égalité, etc., de l'homme, la femme, etc. Istaphan, on s'est payé des tapis. Pourquoi on s'est acheté des tapis en Perse? Par rapport aux ceux en Turquie, aux ceux parce qu'il n'y a rien qui les accorde. dans le Maghreb ou ailleurs. C'est les plus beaux tapis du monde. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est les plus chers aussi. C'est les plus chers, c'est inaltérable. Dans 1000 ans, ce tapis-là va être encore le même. Là. Ça n'a aucun Il y en a beaucoup avec de la soie aussi. C'est assez fabuleux. Les reflets de lumière, c'est hallucinant. Alors, ça clôt le chapitre de l'Iran. On est allé après ça dans le nord des montagnes et on avait décidé, on est rentré en avion, puis comme on vous a expliqué au début,
les passeports, les visas. Ils veulent savoir quand tu rentres, quand tu sors. Puis quand tu n'as pas de vol de retour, ils sont un peu intrigués parce que on sortait à pied. On est sorti à pied par les montagnes pour s'en aller en Azerbaïdjan, qui est juste au nord, là, à nord et à est, sur la mer. Et on a traversé. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé quand on a traversé avec nos petits bagages comme des migrants, là? Ben oui, tout le monde... Pour se rendre jusqu'à Bakou? Ben, c'est parce que là, t'arrives aux douanes, il n'y en a pas des tonnes qui passent là, tu sais, à pied encore moins, là, avec tes valises puis tout, là, ils te regardent, fait que toi, les douaniers viennent te voir, ils veulent voir ton passeport, ils veulent voir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, fait que tout le monde est mort de rire de voir un passeport canadien. De voir un touriste, oui. De voir un touriste et un passeport canadien, et là, t'arrives là, puis t'es nulle part, là, tu sais, un coup, l'autre bord, tu prends un taxi pour aller à Bakou, il va coûter 30$, il va faire 100 km, et... T'es nulle part jusqu'à temps que t'arrives à Bakou. Quand t'arrives à Bakou, t'es dans une ville du 21e siècle, c'est Las Vegas. Et à notre grand bonheur, il y a de la bière. Parce que c'est un pays musulman, turcophone, musulman, mais c'est une ancienne république socialiste soviétique. Ça fait partie de l'URSS. Donc, la religion est beaucoup moins pesante, beaucoup moins lourde qu'elle peut l'être en Iran. Et là, ben, c'est un bordel à ciel ouvert, cette ville-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est Je vais y revenir au bordel. Tous les pays musulmans viennent faire le party là. Quand on quitte l'Iran, c'est un clash. Puis en Iran, il faut dire que les gens sont, sans pas dire vaniteux, mais les hommes veulent être virils et ils ont peu de poils sur la barbe et ils s'en font greffer sur le menton. Parce que c'est un symbole de virilité. Pour les femmes, bizarrement, c'est la place au monde où il y a plus de nose job, là, de chirurgie nasale, bien avant les seins. Parce que... Ils ont des gros nez. Ils ont des gros nez. Alors, on croisait beaucoup de filles avec des plasters. Puis, ils sont fiers. Ils sont fiers de montrer qu'ils se font faire... on pensait que c'était fait de battre. Oui, non. Mais c'était pas ça. Non, puis c'est des nez... C'est typiquement... c'est typiquement Moyen-Orient. Nous autres, on dirait, ben, regarde, c'est un nez de juif. Les Juifs ont souvent ces gros pifs-là, mais c'est tous les pays moyen-orientaux ont ce pif-là. Puis ils vont faire ça souvent à Istanbul, parce qu'il y a un vol vers Istanbul. Et ça coûte moins cher aussi, puis c'est bien fait, en général. Fait qu'on a croisé beaucoup de gens comme ça. La chirurgie esthétique est très à la greffe mode. De cheveux aussi. Très tendance de cheveux, greffe de cheveux pour les hommes aussi. Une affaire qui m'avait surpris pendant qu'on quitte l'Iran, les femmes, ils ont l'arcade. Il y a un clash visuellement, là, c'est que les femmes de la glabelle, l'espace entre les sourcils, ils s'arrangent pour mettre les sourcils glabres, donc ils épilent et il n'y a plus rien comme sourcils, et ils prennent un crayon feutre, un genre de crayon feutre brun, là, ou une affaire de femme de mascara, je ne sais pas comment on appelle ça, et ils font un genre de petit triangle isocèle. Donc, ils viennent se rejoindre deux triangles qui s'en vont quasiment jusqu'aux oreilles, d'un brun qui, généralement, n'est pas arrimé avec la couleur de leur pilosité. Donc, Rona fait des meilleurs color match de peinture qu'eux autres avec leur affaire. Alors, toutes les filles, ou presque, ça doit être un symbole pas de séduction, mais de beauté. Ils se peinturent allègrement le sourcil. Alors ça c'était assez drôle aussi de voir ça. Oui, c'est probablement des gens très, très, très poilus. S'ils faisaient pas ça, il y aurait tout un seul sourcil. Là, ping. Il y a quand même... on a parlé tantôt que les Perses et les Arabes sont en chicane. Les chiites de l'Iran et du Liban, là, puis les sunnites de l'Arabie, de la Libye, de l'Irak et de la Syrie qui sont toujours en guerre. Il y a beaucoup de religions, évidemment. Et si vous faites des choses pas correctes, par exemple, l'état d'ébriété, on parlait d'alcool tantôt, ils n'ont pas le droit, mais s'ils se font prendre en état d'ébriété, ben à ce moment-là, ils sont fouettés. Il y a un gars qu'on avait rencontré, il était 48 heures, qui ne pouvait pas se coucher parce que les lacérations dans son dos étaient tellement douloureuses que... Puis tu fais ça une fois... La deuxième fois, troisième fois, ils te pendent haut et court, là, ils passent l'arme à gauche. Alors, il y a une rigueur, il y a une stiffness, comme je pourrais dire en anglais, en Iran, que quand on traverse à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, dans une ville
où il y a un cœur vieux, où ils font le Grand Prix d'ailleurs de Bakou, une ville fortifiée ancestrale, et une ville hyper moderne avec des gratte-ciels et quelque chose de très moderne. Population très jeune, beaucoup de tourisme sexuel. Principalement d'Inde et de Dubaï, je dirais. Les gens, ils n'ont pas de décalage horaire, ils ont des billets d'avion rapides pour 60-75$, ils vont passer le week-end là. Et un soir, on est dans un bar, Denis s'en va aux toilettes. Le temps qu'il s'en va aux toilettes, je me fais envahir par des filles qui veulent ma peau, c'est le cas de le dire. Puis moi, je veux juste regarder ailleurs pour pas faire de eye contact. Et il y en a une qui me prend la face, puis qui me tourne la face, puis elle me dit « Why aren't you looking at me? You belong to me. » Puis là, et l'autre a dit « Non, il m'a regardé en premier. » Puis là, les deux grébiches se mettent à se frapper, à s'arracher les cheveux, à terre, à coups de poing. Ça a pris 4 gardes du corps. Denis revient, il y a une bataille en avant de moi. Tu te souviens-tu de ça? Alors, raconte un peu. En fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'avenir pour les jeunes beaucoup dans ce pays-là. Non, il n'y a pas vraiment d'avenir pour les jeunes. Tout le monde veut sacrer son Canada là. C'est un pays artificiel. C'est une genre de monarchie constitutionnelle. C'est un président qui est élu à vie. C'est un pays excessivement corrompu. Et c'est un pays où il y a beaucoup de pétrole. Fait que c'est des pétrodollars. Oui, des pétrodollars. C'est une farce démocratique complète parce que c'est une famille qui contrôle toutes les... Alors, les jeunes, il n'y a pas grand espoir là. C'est ça qui est un peu triste. Beaucoup de flashing. Les gratte-ciels, là, il y a 3 immenses tours qui sont fabuleuses et très esthétiques au niveau moderne. Il y a un Fairmont dans un, les 2 autres sont vides. Fait que, il y a beaucoup de flafla, ils ont beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils réussissent à avoir le Grand Prix de Formule 1 dans les rues. C'est beau. Le vieux Bakou est très, très beau. Mais c'est une place qu'on passe. On avait été dans un hammam se faire varloper un peu puis décaper aux gants de crin. Mais sinon, coupe de jours, puis je pense que c'est assez. Alors ça, c'était notre périple, mesdames et messieurs, de l'Iran et l'Azerbaïdjan dans un autre de nos voyages géopolitiques. Alors, merci beaucoup, Denis. Très apprécié ta générosité, ton temps. Et on se revoit sous peu pour un autre podcast de Gimme a Break World Tour. Merci.